Bienvenue pour cette conférence avec nos comédiens ici présents. Je suis sûr que vous êtes à bloc. Vraiment très heureux, autant que moi, de les accueillir sur cette scène du TGS parce que c'est une première. S'il vous plaît, applaudissements pour Marjorie Bourgeois et Gérard Dunès. Oh là 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 là. Comment ça va se passer? Vous le savez, nous à chaque fois les conférences ici au TGS, on est super chill, on est vraiment très tranquille. Je vais me faire un plaisir vraiment déjà d'en savoir un peu plus sur leur parcours, de leur poser quelques questions. Il va y avoir des souvenirs, il va y avoir pas mal de choses, mais n'oubliez pas que la conférence, c'est aussi vous qui la faites. Donc si vous avez des questions et autres, et je suis sûr que vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Calmez-vous. Toujours les mêmes. C'est tout, calmez-vous. Ok. Il va y avoir des questions et je pense n'hésitez surtout pas. Ils sont ultra gentils, réellement. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous levez la main. Il y a un micro qui passera. Ça, c'était la partie du texte imposé. Ils sont ultra gentils, parce qu'en fait, pas du tout. Alors je regarde. C'est bon, j'ai tout dit normalement. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on peut y aller tranquillement. Il n'y a pas de problème. Bon, ben merci. Merci d'être là, vraiment, au TGS. C'est une première, ça fait plaisir. On a eu beaucoup de comédiens ici, sur cette scène, et vraiment une première... C'est la première fois vraiment pour toi, Gérard? Tu viens au TGS, là? Ici, ouais, c'est la première fois. Ouais. Okay. Je suis venu à Toulouse, mais pour d'autres raisons. Ouais. Moi aussi, ici, c'est la première fois, mais c'est ma pour le troisième dentiste. convention, donc on est encore des bébés, en convention. Ouais, t'as vu la gueule du bébé à côté de toi? Oh, tout est relatif. Ouais, c'est relatif. Avant de commencer un petit peu l'entretien, là, vous avez été super accueillis, vous avez eu beaucoup de fans. Aujourd'hui, ça vous fait plaisir de voir un petit peu toute cette communauté qui a grandi aussi avec vous, pour certains. Toi qui t'ont découvert aussi dans la série, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toute cette communauté qui vient vous voir et qui vous balance cet amour comme ça à la tronche là? Ouais, c'est dur. Je prends le relais. C'est dur à avoir. J'ai l'impression que c'est très ému. Digestion. Non, mais c'est l'émotion aussi. Alors, moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que... C'est toi les comédiens, d'accord? Pas du tout, mais parce que moi, j'avais 12 followers et je suis passé à 15. Et ben, ça fait quelque chose. Je sais ce que c'est, d'accord? Non, alors moi, je vais parler... Non, d'abord, Marjorie, il faut que tu parles toi en premier, parce qu'il y a une espèce de galanterie normale. Bien entendu. Vas-y, puis après, je dirai... Et toi, comment tu reçois cet amour que tu as pris à ton visage? Comme ça. Merci tout d'abord pour cette première place. Et ben, on a beaucoup de chance parce que, comme je le dis souvent, en fait, on a un public qui est fidèle et qui est là depuis, en tout cas pour les Mystères de l'amour, Hélène et Garçons, depuis plus de 30 ans. Ouais. Ensuite, il y a toute cette génération Club d'eau, et puis les filles d'à côté, et puis en fait toute cette génération-là. Donc, vous êtes là depuis hyper longtemps, les gars. Donc, c'est trop chouette de vous rencontrer à chaque fois. Moi, je suis contente de vous découvrir. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a toujours en fait de jolis retours et bons retours. Ouais. On a rarement de mauvaises choses, que ce soit les réseaux sociaux, par message ou même quand on vous rencontre. Donc c'est toujours hyper agréable en fait. Merci. Vous pouvez l'applaudir, oui. Je vois qu'il y a des super sons. Pareil, ils sont touchés. C'est l'émotion. Et toi, et non, moi, ce que je trouve hyper étonnant, c'est que je suis un bébé d'un certain âge, et ce qui est marrant, c'est quand on me dit tiens, tu vas aller à un TGS, donc je me suis rencardé un petit peu pour savoir ce que c'était et tout, et donc c'est quand même une population, enfin, pour moi, les cosplayers, ce qu'on appelle la pop culture, ouais. Etc., ça représente quand même des gens quand même qui sont... Je me suis dit tiens, ça va être des très jeunes, quoi. Et je me suis dit quelle est ma place, tu vois, là-dedans, franchement, et qui va venir me voir ou... Donc voilà, j'y vais par curiosité parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et puis en fait, je me suis aperçu, voilà, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que j'ai vraiment des... Alors peut-être parce que aussi j'ai eu un passé dans la télé qui fait plusieurs générations, mais j'ai eu des très jeunes qui sont venus me voir et qui ont été touchés, et puis des gens plus âgés. Ce qui fait que moi, c'est ce croisement de toutes ces générations qui est quand même super étonnant, quoi. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis, je suis pas encore tout à fait un vieux con. C'est dans le sens où j'ai des jeunes qui viennent et puis je vois que le contact passe et qu'on peut communiquer, qu'on peut se marrer ensemble et qu'ils ont aussi un regard, je vais pas dire ni attendrissant ni quoi que ce soit, mais quand le contact passe avec quelqu'un, bah, soit tu as un vrai contact et puis il se passe des choses. Et quand tu vois qu'il y a des jeunes qui se marrent, et puis des plus âgés, des gens de mon âge, etc. Quoi, je crois que je suis le plus vieux aujourd'hui dans tout le salon. Mais voilà, c'est vachement sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais, en fait, c'est marrant de vous entendre parce que
on est en train de se dire que vous ne vous rendez pas compte que vous faites partie de cette pop culture, réellement. Ça veut dire que tu parlais d'Hélène et le garçon, les filles à côté, cette génération Club Dorothée, effectivement, mais ça, maintenant, c'est ancré. C'est-à-dire, tu disais que tu as des jeunes qui viennent te voir, mais tu as aussi peut-être leurs pères qui sont derrière, qui t'ont connu. Et moi, c'est même les grands-mères. Moi, ça va encore la génération d'après. C'est encore la génération Ouais, d'après. encore après, ouais. Mais oui, et c'est pour ça que je pense que vous avez un public vraiment qui est là, outre pour vos passifs de séries dans les années 90, 80 ou même actuelles, mais parce que voilà, vous faites partie de la pop culture. Et je pense que les gens qui sont présents ici, les gens qui viennent effectivement sur les salons pour des dédicaces, des photos et autres, eh bien, ils se rappellent d'une période qui était vraiment très très cool et surtout ils sont là depuis le début. Ils sont là depuis le début de ces séries AB et ils continuent. Donc ils sont là pour voir, je ne vais pas dire les personnages plus anciens. Les ancêtres, les fossiles. Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Les personnages un peu plus anciens et surtout les nouveaux qui sont là, qui prennent la relève. Et c'est pour ça franchement qu'on est très heureux de vous avoir. Je vais être très franc, je fais partie de cette génération Club d'eau. Et moi, ça me touche de voir des personnes comme Gérard, et ça me touche de voir des personnes comme toi, Marjorie, parce qu'on voit de suite deux générations, mais vous faites partie d'un ensemble. Et pour moi, vous êtes en France, et bien, vous faites partie de ce genre de pop culture en France. Et ça, c'est super cool, vraiment. Donc, encore une fois, un gros merci à vous. Voilà, je pense que c'est vraiment. Moi, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que toi, ça te rappelle de bons souvenirs parce que tu as connu cette génération Club d'eau. Et moi aussi, finalement. Alors, je suis née en 89, donc ça avait déjà commencé. Par exemple, Hélène et les garçons avait déjà commencé depuis 3-4 ans. Mais moi, je l'ai connue à l'adolescence. Donc, en fait, finalement, j'ai vu d'un œil extérieur cette génération qui était en train de grandir et de se construire sur toutes ces séries. Et finalement, en étant adulte aujourd'hui, je m'y intègre. Donc, j'ai vraiment ces deux côtés où je l'ai vu, j'ai aimé cette période, et aujourd'hui, j'y prends part. Et je trouve ça complètement dingue, en fait. C'est un rêve, en fait. C'est dingue. Tu sais que c'est marrant parce que je pense que tu vis le rêve de beaucoup de personnes qui auraient aimé intégrer ces séries-là, Les filles d'à côté, Hélène et les garçons et autres. Et justement, en parlant d'intégration dans ces séries, moi, je voulais savoir, Gérard, comment ça s'est passé, toi, pour justement, quand tu as intégré Les filles d'à côté, comment tu t'en es arrivé à justement intégrer cette série? Alors moi, c'était très particulier, certains l'ont peut-être déjà entendu parler. En fait, moi, j'étais pas du tout comédien, mais voilà, ça ne m'intéressait pas. J'avais aucune envie, je me prédestinais pas à ça. Moi, à une époque, je faisais beaucoup de musculation. À une époque où on n'en faisait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Et donc moi, je faisais ça. Et puis, bref, pour des X raisons, j'ai eu des photos de moi quand j'étais vraiment costaud dans des agences. Et puis, pour faire très simple, quelqu'un me repère et me demande de venir le rencontrer pour une série qui allait se tourner, qui s'appelait, personne ne connaît, sur Canal+, Station Charenton. Et on m'avait appelé vraiment pour mon physique. Ouais. Parce que c'était très étrange de voir des mecs à l'époque costauds, on ne voyait pas comme maintenant, voilà, ça n'existait pas. Et donc je fais cette série qui s'appelle Station Charenton pour Canal+. Et la responsable des costumes de cette époque-là s'appelle Aude Messéan. Et Aude Messéan deviendra 2 ans après, ou quelques années après, directrice casting d'AB Productions. Et sur une série du miel et les abeilles, elle m'a appelé, se souvenant que j'étais costaud. Elle me dit, tiens Gérard, on avait travaillé ensemble sur une série. Est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viendrais pas faire une figuration? J'ai besoin d'un mec costaud. Et je me suis retrouvé dans Le miel et les abeilles sur une figuration, le meilleur rôle de ma vie en plus. J'étais très bon, c'est la seule fois où j'étais bon dans ma vie, c'était à ce moment-là, où un rôle intellectuel, je vais mettre une tarte à un type qui est de dégager d'un bar. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait une deuxième figuration sur le Collège des Cœurs Brisés, où je faisais un livreur, pareil, un mec costaud qui amenait un lit dans une salle de classe. Et ensuite, Hélène et les garçons, où j'étais un homme de main d'un gars qui s'appelait Thomas Fava, un producteur de disques. Voilà, et je fais 3 figurations. Et puis Aude m'a rappelé en me disant alors c'est 2e à gauche et n'oubliez pas de tirer la chasse. et donc je me retrouve sur cette série et moi j'avais une vie un peu de merde à l'époque et je galérais pas mal et elle me dit il y a une série qui va se lancer, il va y avoir une salle de gym et on a besoin de figurants
sportif. Ok. Et moi, je lui dis non, c'est pas. Je veux arrêter, il faut que je travaille maintenant, il fallait que je m'intègre dans la société normalement, on va dire. Ok. Et puis, comme elle m'avait fait travailler, je me suis dit, ben, quand même, oui, je vais y aller. Sauf qu'à cette époque-là, je guidais des avions à Orly, un aéroport là sur Paris. Et je guidais les avions, j'étais assistant de piste et j'étais rentré dans une vie, je voulais métro, boulot, dodo, je voulais plus qu'on parle de quoi que ce soit. Bon, bref. Quand il travaille devant les avions, il fait très chaud, donc je me rase la tête pour pas avoir chaud. Et quand on me demande d'aller à AB, de faire la figuration, je me suis dit, tiens, je vais y aller. Alors, il faut replacer ça dans un contexte, hein, c'est en 93. Enfin, quand je fais le casting, c'est peut-être 92 ou tout début 93. Il y avait des mouvements un peu skin, etc., un peu durs, on va dire. Donc, moi, j'ai la tête rasée. À l'époque, la tête rasée, c'était très moyen. Je portais un bombers, donc c'était un peu particulier. Bref, je me dis, quand je vais aller au casting, il faut que je vais m'habiller. Je m'achète un jean très large, une chemise hawaïenne, un peu ceux qui ont connu Magnum, une série télé, pour me la jouer cool, et je me mets une casquette New York, un peu comme toi, tu vois, une casquette, pour me dire, et puis les mecs là-bas, c'était des beaux gosses, tous les mecs d'AB, c'était que des beaux gosses. Moi, j'arrivais, j'étais un bœuf, quoi, je ressemblais à rien. Et donc, je me suis dit, bon, voilà. Et Valérie Xaé, qui est maintenant une directrice casting, me demande, bon, elle me connaissait, puisque j'avais fait 3 figurations, elle me dit, Gérard, pour le prod, pour la production, et là, c'était Jean-Luc Azoulay, bah, déshabille-toi pour qu'on voit que tu es un peu sportif et que tu puisses faire figurant, quoi. Et donc, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, jamais. Au moment où je me déshabille, putain, je suis un peu gêné, une fille qui te demande, même si je la connaissais, tu déshabilles, je suis pas à l'aise, je suis pas très bien dans ma tête, etc. Et puis je dis, putain, j'ai la tête rasée, ça m'emmerde, donc je suis pas bien. Et je me déshabille, ben, tu vois un peu... Tu vois, et donc je me mets, mais j'en sais rien pourquoi je fais ça, j'en ai aucune idée. Et je me dessape, et puis voilà. Et puis 10 jours après, on me rappelle, on dit Gérard, on aimerait te revoir. Je me retrouve avec 2 autres types qui n'ont rien à voir avec moi, des beaux gosses, etc. On me fait des essais costumes, mais moi je pense que c'est... parce que Jean-Luc, à ce moment-là, Jean-Luc Azoulay cherche à faire une série plutôt top niveau. Il se dit, ben, je vais prendre que des comédiens. Et c'est vrai que tous mes partenaires, c'était tous des comédiens professionnels. Et vraiment, c'était des gens qui jouaient. Et donc, moi, je fais ce truc-là. Je fais les essais. Je dis, tiens, ils essayent des habits, bref. Puis peut-être 2-3 semaines après, on nous appelle. On me redemande de venir. Et je me retrouve dans le club d'eau, enfin l'entrée mythique de l'époque, où il y avait la galerie, il y avait tous les personnages, et Béné, qui était la première assistante de réalisation, mais que je ne connaissais pas, a demandé à tout le monde de la suivre, et donc je suis tous les figurants, je dis on va être figurants, et puis moi elle m'arrête, elle me dit non monsieur Vives, il faut me suivre. Et comme moi j'étais balèze à l'époque, voilà, et je me suis dit tiens, ben moi on m'a tout de suite dégagé, pas avec les autres, parce que je me suis dit ben ils n'ont pas de vêtements pour moi. Et donc, on m'a fait monter cette fameuse galerie où je voyais tous les personnages, mais moi je connaissais pas tellement, je regardais pas tellement la télé. Puis j'avais 30 ans, moi, hein, déjà. Donc, oui, tu n'étais pas trop Club d'eau. Pas du tout. Je connaissais même pas Dorothée, je savais même pas qui c'était. D'accord. Et donc, je monte là-dedans, et puis je vois à une porte marqué Gérard. Je dis, putain, ah ouais, vraiment, les séries ici, c'est top niveau, parce que les figurants, on leur donne une loge. Et en fait, j'avais pas compris que, en fait, Jean-Luc avait remarqué ma façon de faire, mon physique particulier, il m'avait trouvé certainement intéressant à ce moment-là, et on m'a mis dans la série comme ça, sans être dans le générique, en se disant on va voir ce que ça donne. Et c'était, je me souviendrai toujours du premier tournage, il n'y avait que les enfants, Wendy et Vincent, et Gérard, qui conservaient leur vrai prénom, tous les enfants plus moi. Et ma première phrase, j'avais une seule phrase à dire, il y avait marqué Gérard, 2 points, entre parenthèses, un peu efféminé, fermez les parenthèses. Et à AB, il fallait savoir qu'il n'y avait pas de répétition. Moi, je n'avais pas rencontré les comédiens, j'avais jamais joué de ma vie. Enfin, c'est très bizarre. Et quand on m'a dit, je suis arrivé sur le plateau, et moi je pensais que j'allais faire figurant, on m'a donné ce texte que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas. Donc j'étais en panique totale. Et on m'a dit, le réalisateur, c'était Jacques Samin, c'était le réalisateur mythique de l'époque, et qui dit, vas-y, tu vas faire ça. Mais je vais faire quoi ? Je ne savais même pas que j'allais jouer. Et ça a démarré comme ça. D'accord. Et en fait, mon personnage, moi j'étais terrifié, vraiment. Et j'ai joué. Et le personnage a été de plus en plus apprécié. On m'a mis de plus en plus dans les textes. On m'a mis au générique.
Ouais. Et le personnage s'est créé au fur et à mesure de mon improvisation. Et pour la petite histoire, à l'épisode 83, je me supportais tellement pas à me voir à l'écran. Il y avait une directrice artistique qui s'appelle Manuelle Vagelzi, et je lui demande un rendez-vous et je lui dis écoute, je veux arrêter la série. D'accord. Et donc, c'était dur pour moi d'apprendre les textes, c'était compliqué. Je me trouvais, je savais pas faire, quoi, j'étais pas bien. Et Manuel Vagelzi m'a dit mais Gérard, tu peux pas quitter la série, c'est pas possible. Mais je dis bah si, je reviendrai plus, c'est sûr, je reviendrai plus. Il m'a dit il faut qu'on en parle à Jean-Luc. Et Jean-Luc m'a reçu le lendemain, parce que quand j'ai dit que je voulais arrêter, et il m'a dit fais-moi confiance, reste dans la série. Et il m'a dit d'autres choses. Ouais. Je suis resté dans la série et je l'en remercie aujourd'hui parce que le personnage a été. Et puis ça m'a appris tellement de choses. C'est un truc qui est fou, c'est que quand on regarde, toi Marjorie, en plus, tu étais parfaitement dans l'âge pour regarder les filles d'à côté et autres, et tu dois avoir des souvenirs. Et ce qui est dingue, et je parle peut-être en nom des autres personnes, c'est que quand on pense, quand on réfléchit aux filles d'à côté, à la série des filles d'à côté, il y a un seul personnage qui ressort de tout ça, et c'est le tien. Donc c'est un truc qui est énorme parce que tu as réussi à faire vivre une série. C'est-à-dire que quand on regarde les filles d'à côté, tout le cast était super. On aimait bien l'ambiance, on aimait bien les acteurs. Mais tu étais le personnage où quand on aimait bien regarder. On était comme ça, on attendait ton apparition et autres. Et je pense que réellement, je pense que M. Azoulay a eu raison, puisque il doit une grande partie du succès de la série, à mon avis, à mon short. À ton short, à ton short, et voilà, tout ce corps, voilà, fantastique. Non, et puis il faut replacer ça aujourd'hui. Enfin, moi j'étais, alors, plein de gens, en fait, j'avais l'aspect peut-être d'un homosexuel. C'était comme ça qu'on me percevait. Oui, tu faisais personnage. Tout le monde, la question c'est Gérard, il est comme ça ou il n'est pas comme ça, dans oui. la réalité. Donc avant que je fasse plein d'émissions et que les gens me découvrent, mais dans ce contexte-là, c'était hyper. C'était à l'époque, là je vais parler aux anciens, c'était l'époque du sida en Californie. Ouais. Les homosexuels, ils étaient massacrés, etc. Et donc, quand on me mettait, le CSA me suivait tous les soirs. C'est pas vrai. Bien sûr, parce qu'il y avait des enfants aussi. Ouais. Dans ma série, on disait est-ce qu'il va pas avoir une image Et moi, j'ai jamais eu de soucis avec tout ça. Et je me suis dit, ce personnage-là, je voulais le rendre le plus gentil possible, parce que c'est la qualité numéro 1 pour moi de l'être humain, la gentillesse et la naïveté. Et en fait, plus ça a été, plus les gens ont aimé ce personnage, parce qu'il dégageait, je pense, ça. Moi, j'ai entendu plein de choses, et ça a permis, et là, c'est pas moi, quand je parle de Gérard, des filles d'à côté, c'est pas moi, moi, j'y suis pour rien là-dedans. Mais Gérard aussi a permis, alors qu'à l'époque, ça, j'avais pas du tout ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages et des gens qui m'écrivent en privé, des hommes qui ont 30-35 ans, et qui me disent, j'ai pu dire à mes parents qui regardaient un personnage efféminé, parce que à l'époque on disait c'est un homo, quoi, et ça n'avait pas. Aujourd'hui, c'est mieux rentré dans l'air du temps, on va dire, même s'il y a encore des trucs un peu barjots, mais ce personnage-là, ça a permis à plein de gens, parce que j'en reçois des témoignages, mais pas tous les jours, mais pratiquement vraiment, qui disent papa, t'aimes bien ce personnage-là? Et ils disent ouais, putain, il est cool, il est machin. Et en fait, t'aimes bien ce personnage? Je suis un peu comme Gérard, moi. Et ça a permis à plein de jeunes de dire à un moment donné, je suis un peu comme lui. Ouais. Et comme ce personnage avait été tellement aimé, ça a permis peut-être à le dire plus facilement. Quoi. Un coming out, mais cool. Amené plus cool. Ouais, effectivement. Cool. C'est une belle image, je trouve que c'est bien, effectivement. C'est ce que j'entends, quoi. En tout cas, c'était. Non, c'est bien. Mais ça te dépasse. Moi, j'y suis pour rien là-dedans. Comme ça, écoute, il y a quand même la perception. Non, mais bien sûr, c'est normal. Merci, Gérard. Je vais passer à toi. Je voulais savoir, justement, toi, comédienne, actrice, un jour, on t'appelle, je pense que tu passes un casting, Les Miracles de l'amour, et là, tu dis, moi, je suis cette génération Club d'eau, j'ai connu ces séries. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Tout d'abord, en fait, on ne m'a pas appelé. J'avais travaillé sur une autre série qui était sur W9 à l'époque. Ouais. Et quand cette série-là s'est arrêtée, je m'étais forcément très bien entendue avec beaucoup de personnes, que ce soit de la prod ou dans les comédiens. Et un jour, une des nanas de la prod m'appelle en me disant « Écoute Marjorie, si jamais tu n'as pas de job en ce moment, je sais qu'ils recherchent sur les mystères de l'amour. Par contre, c'est pas grand-chose. C'est vraiment une apparition, une fille de boîte de nuit, une figure.
Mais passe le casting, vas-y. Moi, je me dis, bon, de toute façon, j'ai rien, ma foi, allons-y, quoi. Donc je passe le casting et je le foire, mais une bille. Je ressors du truc, je me dis, oh, je suis un boulet, mais en fait, j'ai juste choisi le mauvais chemin. Pourquoi je fais ce boulot-là? C'est pas pour moi. Donc je pars en colère contre le monde entier en me disant, j'arrête tout, c'est terminé. Et finalement, il me rappelle, quelques temps plus tard, en me disant, bon, bah, c'est bon, du coup, tu feras bien une fille de boîte de nuit. Bon, bah, moi, je suis contente, je me dis, finalement, peut-être pas si foiré que ça. Ouais. Bon, je prends ce qu'il y a à prendre et j'y vais. Je me retrouve à jouer avec Cricri d'amour et José. Là, je me dis, oh, faut que je dise ça à ma mère. Tu suivais ou pas? Eh ben, Tu connaissais ou pas? Je connaissais parce que justement, j'avais regardé à l'adolescence. Alors, moi, quand c'était diffusé à ce moment-là, c'était des rediffs qui étaient diffusés. Ouais. Pardon de le dire, il y a mon neveu qui écoute. Je rentrais de boîte de nuit, j'étais adolescente, quoi. Et c'était rediffusé le matin, en fait, vers 5-6 heures. Donc bon, c'était une horaire un peu particulière, mais c'est là que j'ai découvert tout ça. Puis à 2,5 g. Alors, la perruque, 2,5 g, la On perruque en apprécie un l'air. peu plus. Voilà. J'espère qu'il écoute pas tout. À 2,5 g, il sait pas ce que c'est. Bah, la perruque en l'air non plus, c'est pas plus mal. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la série. Et donc, du coup, le premier truc que je me dis, c'est oh, faut que je le dise à ma mère. Et là, je prends une photo de José en cachette, comme si je cherchais du réseau pour filles. Il fallait que je sois discrète, mais j'étais pas discrète, les gars. Mais je vous jure, j'essayais. Je faisais genre, je cherchais du réseau, je prends José en photo et je l'envoie. Maman, regarde avec qui je suis. Et là, je me dis, mais je suis. Et là, ta mère te fait. Je suis une fan. Je Tu suis l'as une pas grosse compris. fan. Et ma mère, elle me dit, oh, mais sois discrète un peu. Ouais, je crois qu'on m'avait déjà repéré. Mais du coup, oui, le premier truc, c'est que je me suis dit, il faut que je raconte ça à ma mère. Donc, j'étais hyper contente d'être là, les yeux grands ouverts. Et je me suis dit, il faut que tout je raconte à ma mère. Elle va pas en revenir, quoi. Et en fait, donc ce truc se passe, je fais ma figuration. Et on me rappelle, je crois, 6 mois ou 1 an plus tard, en me disant, bon écoute Marjorie, on te rappelle parce que voilà, on a un petit rôle à te proposer, capitaine de... inspecteur de police, je ne sais plus, j'étais pas capitaine encore. J'étais une petite flic et puis ce sera pour 10 épisodes, elle s'appellera Stéphanie et basta, après par contre on n'a plus besoin de toi. Moi je me dis génial. Oui. C'est vrai, super, on est en plein mois d'août, j'ai pas un rond, j'ai pas d'argent, mon neveu à 3 mois, il est né 3 mois plus tôt. Et puis je me dis, il y a là, j'y vais. Donc du coup, je fais ce truc-là, je fais ces 10 épisodes, et puis finalement, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 ans plus tard, je suis encore là. Et je me dis, mais ça, c'était pas prévu, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Et là, je me dis encore, faut que je raconte tout ça à ma mère. Parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs. Et à chaque fois, on me dit, alors, ça fait combien de temps? Ou quand on me dit, alors, ça fait tant de temps, je me dis, waouh. Mais j'étais où pendant tout ce temps-là? Moi, je suis arrivée hier, les gars. Merde. Hier, je disais encore, faut que je raconte ça à ma mère. Alors, maintenant, je voulais savoir, Marjorie, est-ce que tu prends des vraies photos maintenant avec eux? Ouais. Ou encore, alors un Et je fais même des TikTok. Et je suis pas un peu fière. Bah, non, ouais. c'est vrai que je ne fais plus de photos en cachette. D'ailleurs, j'en ai fait qu'une seule, c'était ce coup-là de Philippe. Et je pense que ma photo devait être naze. On a dû voir un bout de ciel et les cheveux de José. Mais j'étais déjà super fière. Mais non, depuis, on fait des photos. 8 ans, tu te rends compte? Ouais, 8 ans ou 8 ans et demi, je sais même plus, en fait. En fait, plus de 10 épisodes, quoi. Et c'était pas prévu. Eh ben, félicitations. Merci. Je vais les applaudir. On va peut-être passer à une question, des questions qui sont dans le public. N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un micro ou autre. Ils sont en train de dormir. Non, ne réveille pas, t'inquiète pas. Vas-y, comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Mustapha. Salut Mustapha. Alors, j'ai une question pour Gérard Vives. Ouais. Elle était sympa, Ariel Dombal, sur Gamer ou pas? Toi, t'as des dossiers, toi. Ah ouais. Bah écoute, Ariel Dombal, quand j'ai tourné avec elle, ce qui m'avait vachement surpris, c'est que... Elle avait des scènes... Non mais elle avait une scène... Moi, vraiment, sur la réflexion que j'avais, c'est qu'elle avait des scènes quand même, ouais, quand elle fait le défilé, c'est un film un peu dans Gamer, c'était un truc sur les jeux, avec Saïd Tagmaoui, et quand elle défilait quand même hyper déshabillée, quoi. Et je l'ai trouvé qu'elle était hyper à l'aise, hyper simple dans sa... Moi, ça m'avait quand même... tu dis, tiens, tu vas te mettre à poil devant plein de gens et tu vas défiler, etc. Et ça s'était passé super facile, quoi. C'était vraiment... ouais, c'était particulier. Mais tu dois être le seul à savoir ce que c'est Gamer. C'est sûr. Tu sais qu'il vient de faire surgir un souvenir de ce film quand même. J'avais oublié ce film. Ça va, merci. Faites entrer, je faisais une sorte de Van Damme.
Faites entrer les maîtres Shaolin. Ouais, c'était ça. Putain, énorme. Ouais, non, mais elle était cool. Gérard, qu'est-ce que ça a changé pour toi, autre que Gamers, qu'est-ce que ça a changé pour toi de tourner dans les files à côté? Tu disais que justement tu travaillais dans les aéroports et que là d'un coup. Il faut savoir que c'est un truc, d'abord c'est un changement de vie, moi, total, radical. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens, Aude, j'avais été voir Hélène. Alors moi par contre je ne connaissais pas, je connaissais pas la télé. Tu disais, vraiment, tu savais pas ce que c'était le club de Dorothée, tu connaissais pas du tout les séries. Pas du tout. Voilà. Et je me souviens que Aude m'amène avec donc Valérie Xaé, celle qui m'avait fait déshabiller. On est au Zénith de Paris et Hélène chante. Et elle m'assoit, et enfin elle me dit tiens assieds-toi là. Et elle me dit, je m'en souviendrai toujours, on est assis dans le Zénith et puis on regarde Hélène. Et moi, c'était pas mon univers, moi j'étais à fond, j'étais pas à fond là-dedans, j'étais dans le sport et tout ça. Et elle me dit viens voir, parce qu'à partir de demain, tu ne pourras plus. Et effectivement, moi, c'était les Beatles. Ouais. Moi, j'ai été, je me souviendrai d'un truc, hein, c'est pour vous dire à quel point c'était énorme à cette époque-là. Et moi, sur les Champs-Élysées, sur le match Paris-Bordeaux, le dernier match de championnat de football, les Champs-Élysées sont bloqués. Je me fais chaud, je suis dans une voiture, on est à 3 voitures avec des copains, on va à Virgin Megastore. Les mecs du PSG bloquent tous les Champs-Élysées, tous les fans du PSG bloquent tous les Champs-Élysées. Ils passent autour des voitures, tous les Champs-Élysées sont bloqués et un me reconnaît, la voiture détruite. Ils ont détruit la voiture. Mais quand je dis détruit, c'était un pote à moi qui venait d'Angers, à côté de Durtal. Bon bref, ils me sortent de la voiture, les mecs étaient fans. On a dû me réfugier dans l'hippopotamus Citroën de l'époque et c'est une compagnie de CRS qui est venue me chercher. C'est-à-dire que c'était du délire, c'était incroyable. Il y avait une espèce d'engouement, cette période des sitcoms, c'était incroyable. Donc du jour où tu es... faut savoir que j'étais assistant de piste à Orly à cette époque-là. J'ai pas voulu lâcher le métier. Ouais. Je me disais, je vais tourner. J'ai un pote qui prenait mes plannings pour faire les avions à ma place. Okay. Et moi, j'allais tourner. Et c'est devenu compliqué pour moi parce que on tournait des heures et des heures. Et puis, c'était trop compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé et à Air Inter et sur les tournages. Et puis, à un moment donné, j'avais plus de vie. C'était trop compliqué pour moi. Et donc, j'ai arrêté Air Inter pour faire ce truc-là. Mais la vie de tous les jours, c'était énorme. On ne pouvait pas sortir dans la rue. C'était incroyable, c'était un phénomène, c'était un vrai phénomène de société. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après, il y a encore des gens qui viennent. C'était un truc hallucinant, quoi. Donc ce changement-là a été énorme de ta vie, ne plus pouvoir sortir, plus aller dans les magasins, plus rien n'était possible, quoi. Mais les gens plutôt toujours bienveillants, mais ta vie, elle explose, quoi. Moi, c'était vraiment... on ne se rend pas compte, hein. Quand j'allais mais c'était dingue, quoi, c'était dingue. À Cannes, c'est les CRS qui nous entouraient. Non, c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou. La même question pour toi, alors Marjorie. Qu'est-ce que ça t'a... 8 ans maintenant dans la série, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as vu une différence vraiment notoire? Peut-être le regard des gens et autres, et surtout les salons maintenant, la possibilité de voir les communautés de fans et autres qui viennent? En fait, moi, les gens me font peur. Alors, je vous avoue que... Mais t'as vu leur tête? Non, mais en fait, je suis hyper timide et je suis hyper flippée du monde extérieur. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, je prends sur moi. Et en fait, depuis que je fais la série, je vais mieux, quoi. En fait, j'ai l'impression que je vais chez le psy, que c'est gratuit, qu'en plus je suis payée. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. Et donc, ma vie a changé en ça. Après, j'étais déjà dans le milieu artistique, j'avais déjà fait une autre série télé avant, j'avais fait 10 ans de mannequinat, donc je connaissais déjà un peu ce milieu. C'était encore à une autre échelle, mais le regard des gens, à partir du moment où tu fais du spectacle, et je faisais le conservateur de danse, donc si tu veux, le regard est déjà porté sur toi. Et c'était un truc qui me faisait tellement peur que je crois qu'en fait, ce métier-là était fait pour moi parce qu'en fait, il me faisait me faire violence. Ouais. Donc je détestais qu'on me regarde dans la rue, c'est un petit peu une cure, mais le fait de le faire en spectacle ou sur une scène me permettait de le contrôler. D'accord. Et donc en fait, depuis que je fais ce boulot-là, je vais mieux, quoi. Je travaille encore. C'est pas encore. D'ailleurs, il y a ton ambulance qui te ramène. Elle tarde pas, elle m'attend devant. Non, mais c'est vrai, c'est hyper thérapeutique pour moi. Ok. Ouais. Donc, c'est pas facile alors pour toi quand tu es en salon et que tu as ces files de personnes qui viennent pour les dédicaces et autres? Ouais, alors déjà, j'ai toujours peur. Ouais. J'ai toujours peur, soit qu'il y ait trop de monde, soit qu'il y ait personne. Alors c'est complètement con, mais j'ai peur des deux. J'ai peur de...
Et en même temps, je me sens hyper bien parce que vous me faites énormément de bien et je vois beaucoup de jeunes filles qui sont là et qui me disent mais tu te rends pas compte du bien que tu nous fais. Mais en fait, c'est vous qui vous rendez pas compte du bien que vous me faites. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Y a pas de... Tout va bien, c'est les éclairages dans les yeux. Évidemment. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et on pourrait, s'il vous plaît, mettre un peu plus de lumière tamisée quand même. Merci Est-ce beaucoup. qu'on peut tout éteindre? Éteignez, voilà. Éteignez. Ça, c'est Avatar. On devient Avatar. Donc, C'est génial. Bah Non, mais voilà. Merci à toi en tout cas, Marjorie. C'est Merci avec beaucoup. plaisir. Alors, pour rester un petit peu là-dessus, sur ce côté joyeux, tu as un petit souvenir à nous raconter, une petite anecdote justement sur un tournage, quelque chose qui t'a un petit peu marqué? J'en ai plein. Ah, Franchement, en 8 ans, avec l'équipe de fous malades que j'ai derrière, franchement, j'en ai plein. Ok. J'en ai plein des anecdotes bonnes comme mauvaises. Enfin, mauvaises, on peut pas dire mauvaises, mais où c'est moins marrant. Des anecdotes, par exemple, où j'ai dû tourner par 2 degrés en serviette de bain, tu sais, avec juste un petit short en dessous, complètement, et puis allongé sur du béton, en plein mois de janvier, 2 degrés, et tu te dis, c'est 15 jours de tournage comme ça, je vais crever, quoi. Et il me disait, alors là, Marjorie, tu vas pleurer quasiment tous les jours. Et dans ma tête, je me disais, mais il n'y a pas de problème. En fait, je vais pleurer, c'est sûr, tous les jours sans me forcer. Donc, tu vois, c'est moins marrant, mais ça reste une bonne anecdote. Et après, j'ai tellement de fou rire. Tellement de fou rire, mais ils sont complètement timbrés, l'équipe qu'on a. Non, mais c'est vrai. Ils ont tous une araignée au plafond, autant que moi. Et c'est génial parce que du coup, j'ai plein de copains pour rigoler. Et donc, des anecdotes, j'en ai vraiment des bonnes. Après, il y en a certaines qui sont pas très racontables. Mais, Non, tu gardes ça. mais je vais pas vous les raconter. Il n'y a pas de souci. Mais non, j'ai énormément d'anecdotes. Et j'ai fait que 8 ans. Alors, j'imagine pour Gérard, mais... j'imagine pour Hélène, les garçons, Patrick, tout ça. 30 ans. Et il faut écrire un truc, en fait. Mais oui, mais t'inquiète, Gérard, même question. Ah là là, une petite anecdote, un truc qui t'a marqué, réellement. Ou peut-être... Après, il y a eu tellement de... J'ai eu des émissions dingues. Je pense que quand j'ai beaucoup bossé avec Vincent Lagaffe. Ouais. Et Vincent et moi, comme on se respecte très très fort tous les deux, Ouais. il me laisse toute la liberté. Et donc, par exemple, ceux qui ont pu voir le Juste Prix, Oui. bon, quand je faisais le Juste Prix, en fait, j'étais auteur sur le Juste Prix. Et en fait, Vincent ne savait jamais, personne à part mon équipe proche, ce qui allait se passer. Et donc, il y a eu des trucs hallucinants, quoi. Il y a eu vraiment des trucs... donc là, il y a vraiment des trucs hallucinants. Bon, après, j'ai eu... dans les trucs marquants, ça me faisait marrer. Le truc marquant, j'ai eu un très très gros accident sur le Juste Prix qui fait qu'aujourd'hui, je ne devrais plus être là, mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça a été des trucs, vraiment, il y a des émissions incroyables où il y avait une émission, peut-être pour certains qui m'ont vu pendant 2 ans, je faisais une émission avec lui qui s'appelait Drôle de jeu. Drôle de jeu, ouais. Et c'était incroyable. Il y avait avec Vincent, on a fait quand même des choses que lui, vraiment, j'avais une liberté totale. Mais le Juste Prix, c'était hallucinant. Moi, j'ai fait, par exemple, sans autorisation, j'avais des équipes qui me construisaient par exemple, j'ai demandé, vous voyez, quand vous allez à la plage, des fois, vous avez des avions qui passent avec Taureau Piscine à Palavas-les-Flots, etc. etc. Enfin, moi, j'avais demandé, comme c'est moi qui annonçais tous les jeux dans le Juste Prix, une des anecdotes, j'ai demandé à ce qu'on me construise. Donc, on avait un atelier, c'est une équipe de folie, parce que là, il y avait les moyens et tout. J'aurais demandé de me construire un biplan, un avion biplan, comme le Baron Rouge, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai demandé à ce qu'on me construise un biplan, un vélo biplan, avec des ailes. Ok. De façon à ce que les 3 jeux que j'annonçais, par exemple, il y avait le Fakir, le bar et puis je sais pas quoi, un autre jeu, et ben je suis allé sur les Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile, avec mon biplan, sans aucune autorisation, en pleine circulation. Voilà, la police m'a arrêté. Ils ont fait rare. Non, ils m'ont. Donc j'ai fait tout le tour avec les grandes banderoles derrière le Juste Prix. Je faisais tourner avec une manivelle, voilà, comment ça s'appelle, l'hélice. Les flics, parce qu'en fait maintenant je le sais, autour de l'Arc de Triomphe, il y a toujours des policiers en civil, parce que pour les attentats, etc. Les mecs m'ont chopé. Moi j'avais un casque de la Deuxième Guerre mondiale en cuir avec des lunettes, j'ai retiré, les mecs voilà, ils m'ont arrêté. Putain, Gérard! C'est fou! Oh putain, Gérard! Je dis non, mais c'est parce que je présente le Juste Prix, je vais faire comme. Mais putain, mais tu veux qu'on te bloque les Champs-Élysées? Ça Vraiment! Et ils m'ont laissé tourner comme un malade dans la circulation et tout. Il y avait un tel impact, c'était incroyable. Et ça, des trucs comme ça, mais j'en ai fait, c'était incroyable, quoi. Donc
c'est vraiment des super moments. Quoi. T'imagines, ils t'ont arrêté, le mec il s'est arrêté, il a fait Gérard, je suis désolé pour la balayette, hein, je savais que c'est ça. je m'excuse. Non, ramasse ton tibia. Et non, et c'était bon, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu et aussi il y a un truc, c'est vrai que ça m'a permis à un autre stade, mais c'est vraiment ça. Moi, j'étais hyper complexé, quand j'étais gamin et tout, j'étais vraiment très particulier. Et le fait d'être dans dans le spectacle, puis après les émissions, quand on est les émissions avec du public constamment, ça m'a permis de vraiment être super. Enfin, moi, je sais que plus il y a de monde, mieux je me sens. Donc, moi, j'adore ça. Parce qu'il y a une différence quand même entre jouer la comédie et faire l'animateur quand même sur scène. C'est l'animateur, c'est par exemple le juste prix, c'est extrêmement. Tu sais jamais ce qui va se passer. Ouais. En fait, j'ai fait du théâtre aussi, en tournée, on me disait toujours le théâtre, tu vas voir, c'est vraiment le truc et tout. Non, faire le juste prix, les gars, essayez d'animer. Et vous allez voir que c'est complètement autre chose. On croit que quand Vincent il reçoit quelqu'un, c'est facile, mais en fait, c'est pas facile. Un texte, finalement, si je dois réciter de 1 à 10, je vais le répéter. Quand on a des candidats comme on avait, parce que nous, avec Vincent, on tournait sans aucune répétition, sans jamais refaire, on se plante tout le temps. D'accord. C'est tout le temps direct. Et quand on se plante, on se plante et on le garde. Et en fait, ça, c'est une difficulté qui est c'est 10 fois plus stressant, 10 fois plus, à mon avis, plus dur. Après, plus on en fait, plus on est à l'aise. Mais le juste prix et l'animation, c'est totalement différent. Le théâtre, c'est totalement différent. Et le sitcom, ce qui était bien, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler. Alors, c'est maintenant plus toi, tes méthodes, mais nous, on était. On nous laissait. Moi, par exemple, mon personnage, j'ai eu l'entière liberté. Et tu tournes pendant longtemps. J'ai fait aussi un peu de cinéma. Je m'emmerde au cinéma. On se fait chier. Pourquoi ? Parce que c'est 2 minutes utiles dans la journée. Au moins, en sitcom, on faisait 26 minutes dans la journée. Et au moins, tu joues. Tu vois, t'es amené. Alors, il n'y a pas de répète, il n'y a pas tout ça, mais au moins, tu joues. Et quand on faisait le juste prix, c'est 1 heure, top chrono, bam. Et pendant 1 heure, tu dois tenir les gens. Et donc, c'est sympa d'être avec les gens. C'est sympa de. Voilà. Et moi, ça m'excite plus ce genre de choses. Le cinéma, moi, de mon dit le cinéma, je m'en fous du cinéma, mais vraiment, hein, à part si tu as un huis clos, si tu as un truc sur toi où tu dois te jouer, mais le peu que j'en ai fait, c'est. Après, pour le spectateur, c'est super sympa le film, si le film est bon, si le scénario est bon, mais au niveau du kiff, tu ne l'as pas comme dans une émission quand tu es en direct, quand il se passe quelque chose, parce qu'il y a un public, au juste prix, c'est 250 personnes, tu enchaînes 4 émissions de suite, et voilà, il faut que tu sois pendant 4 émissions au taquet, c'est vraiment bien, c'est vraiment un super truc, quoi. C'est des travails totalement différents. Ça te manque les émissions un petit peu comme ça ou pas ? Tu aimerais, toi, un petit peu à la Olivier Mine ? Est-ce que vous êtes un petit peu le même Olivier me dit, s'il y a une personne qui doit me remplacer sur le Fort Boyard, il le dit toujours, c'est moi. Allez. Mais Olivier, c'est une grande classe. Olivier, c'est grand respect, c'est un mec que j'adore, c'est la classe. Moi, j'ai pas sa classe. C'est vraiment quelqu'un de bien. Ça va très très bien, Olivier, pour le Fort Boyard, c'est très bien. Non, ce que j'aime moi, c'est le contact avec le public, et c'est vrai que sur toutes les émissions où j'étais avec le public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Okay. Ce que j'aime beaucoup, je pense que j'étais plus fait, mais bon, j'ai trop fait du TF1, c'était M6 où les animateurs vont chez les gens, alors que TF1 voulait me faire un animateur. Le concept un peu de TF1, c'est tu es un animateur, tu es le centre et l'émission tourne autour de toi quelque part, alors que M6, c'est le concept qui est important et tu dois t'effacer. Et tu dois t'effacer pour mettre en valeur comme tu le fais ici. Tu nous mets en valeur. Et moi, je fais aussi des conférences et c'est ce qui est bien, c'est quand tu sers les autres. Et moi, j'aime ça. Tu vas te donner en spectacle, mais pour servir. Et j'aime pas le VIP, j'ai beaucoup de mal avec le VIP, moi. Et j'aime monsieur, madame, tout le monde. Je suis fait plus pour des campings 2 étoiles que pour des palaces 4. Et j'aime ça, j'aime ce contact. Voilà, c'est un truc sympa. Eh bien, merci, mon C'est gars. moi, Merci beaucoup. Cool. Vous pouvez l'applaudir, les gars. Non, Marjorie, j'avais une question. Quand tu tournes, est-ce que tu as le choix de faire de l'improvisation, de pouvoir adapter des dialogues ou pas ? Comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec donc Jean-Luc Azoulay, qui est notre producteur, il faut piger le fait qu'on a une petite ouverture pour y mettre notre touche. D'accord ? Et si ça, tu ne le captes pas, tu peux passer à côté d'un personnage qui aurait pu être vraiment le tien. D'accord. Mais on ne nous le dit pas.
c'est un truc que c'est à toi de comprendre. Et moi je pense qu'inconsciemment, je l'ai compris. Et finalement, donc Stéphanie, j'ai pu l'emmener vers des choses qui me faisaient rire, me mettaient à l'aise et me plaisaient de jouer, tout en respectant ce que Jean-Luc avait décidé pour elle. Donc je pense que ça a été inconscient. En fait, elle m'a plu, cette fille. Ok. Et donc du coup, j'ai mis des petites touches et puis au fur et à mesure, elle est devenue nous. Il y a un peu de Marjorie quand même dedans. Alors, il y a un peu de Marjorie qui joue, mais pas de Marjorie de la vraie vie. D'accord. On est quand même on se ressemble, je lui prête mon image, on rigole à peu près de la même manière, mais on vit vraiment différemment. Mais elle était elle, j'étais moi, et on est un petit peu nous maintenant, et ça c'est cool. Ok. Ouais. Très bien, merci beaucoup. T'es un couple à toi toute seule. Ouais, on est à deux, C'est beau. on C'est est à beau. deux tout seuls. C'est beau, ouais. Et c'est bien d'être à deux tout seul, Ouais, c'est pas évident. C'est de la schizophrénie, mais c'est pas mal. hein, Enchantée, je vous aime beaucoup. C'est super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Ce sera certainement la dernière, parce qu'après il y aura une petite. On a une question ici? On va venir vers vous. Est-ce qu'il y a une autre question ici? N'hésitez surtout pas. Oh, vous êtes beau. Ah, monsieur à la casquette là. Je ne te vois pas, il y a beaucoup trop de lumière ici. Comment tu t'appelles? Julien, Ça va, Julien? ça va très T'es bien. content d'être là? Oui, Ouais, ben moi aussi je suis content. je fais tous les TGS, c'est toujours ravi d'être là. Eh bien écoute, Julien, ta question. C'est une question pour Gérard. Est-ce que vous comptez refaire une émission avec Vincent? Qu'est-ce que c'est que ce petit sourire, Gérard? Non, c'est parce que c'est vrai que ce duo a été. Enfin, Vincent, on se connaît maintenant depuis 94-95, où il a commencé à m'appeler sur Drôle de jeu. Et c'est vrai que ce duo fonctionne super bien. Après, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que alors Vincent devait repartir sur une pièce de théâtre tous les deux. Et puis, il y a pas mal de projets, etc. Mais en fait, c'est pas nous qui décidons. Donc, en fait, on dit le public, mais le public, si tu veux, et même le public décide pas, en fait. Et je sais que ça, c'est une question qui me revient très souvent, et Vincent aussi, ça lui revient très souvent. Est-ce que vous allez refaire des choses tous les deux? Il y a cette demande-là du public qui est très très forte. Mais en fait, on peut pas y répondre. Et puis, il y a aussi un truc, nous, on a connu la télé à une époque où vraiment il y avait les moyens, parce que ce que les gens ne comprennent pas, si tu veux, il y a des gens qui font de la pub pour Le Sieur, toi, l'huile par exemple, une marque de pub. Imaginons que cette pub, cette marque a 100 millions d'euros à donner. Avant, il n'y avait pas 50 millions de chaînes. Il y avait la 1, la 2, la 3, il y a eu un peu la 5 et Canal+. Et donc, ils mettaient de l'argent, ils divisaient l'argent sur 5 chaînes. D'accord ? Ce qui fait que ça faisait des sommes, grosso modo, si on prenait la première, la deuxième et la troisième chaîne, sur 100 millions, t'en donnais 60 à TF1, ils en donnaient 30 à France 2 et 20 à France 3. D'accord ? Sauf qu'une TF1, quand il reçoit 60 millions, ils peuvent faire des gros spectacles, des grosses émissions, ils peuvent payer des gens, ils peuvent avoir des grosses équipes, ils peuvent avoir des auteurs, etc. Et puis un jour, il y a eu la TNT, il y a eu le câble, il y a eu etc., etc. Ce qui fait que c'est ce même producteur, celui qui vend cette huile, il a toujours 100 millions. Mais au lieu de le diviser en 3, il y a 100 chaînes, il le divise en 100. Sauf qu'à la fin, tu te retrouves avec un budget, tout le public a pensé que plus il y a de chaînes, plus il va y avoir de la diversité. C'est une erreur. Pourquoi il y a de plus en plus d'émissions en télé-réalité? Parce que les mecs au départ, tu les payes rien. Pourquoi il y a des émissions où tu as un animateur avec des chroniqueurs? Parce que ça te coûte rien. Pourquoi toutes les émissions de radio maintenant sont télévisées? Parce que moi j'ai travaillé à Europe 1 pendant 3 ans. Et ben tu as un plateau radio, puis maintenant tu mets des robots et ça devient des émissions de télé, mais c'est des radios filmées. Ce qui fait que les coûts, la pub, le budget pub a fait que toutes ces grosses émissions sont en train de disparaître. Il y a de moins en moins d'argent. Et quand on faisait par exemple le juste prix, c'est des moyens, c'était des gros moyens. Il faut savoir qu'on rapportait 130 000 € toutes les 30 secondes. C'est colossal. C'est énorme. On faisait 25% du budget de TF1. Le prime sur TF1, c'est ce qu'il y a de plus gros en fait. Et en fait, quand il y a du budget, tu peux faire de belles émissions, tu peux faire de belles choses, de la fiction. Alors après, l'argent ne fait pas tout. Mais quand même, si tu veux faire qu'à l'image, ça se voit. Quand tu voyais le juste prix, moi je te parlais d'un tube de dentifrice, c'est qu'un rouleau de PQ. Tu dis comment tu vas faire rêver les gens avec ça? Mais non, mais j'avais un atelier derrière, on pouvait créer des choses, ça se voyait à l'image, et le public il sentait qu'il se passait quelque chose. Et aujourd'hui, quand Vincent et moi on a connu ça,
tu vas faire quoi le juste prix, comment tu vas le faire? Tu vois, quels sont les moyens? On a été habitué à ça, à avoir donné du spectacle aux gens. Nous, les gens se battaient pour venir dans notre émission. Mais vraiment, on refusait les gens. Et d'autres émissions, ils donnent des bons cadeaux pour payer les gens pour venir. Nous, on les refusait. C'était un truc incroyable. Et donc, ouais, il y aurait cette envie. Mais on sait que ça devient compliqué. Regarde les émissions d'aujourd'hui, c'est des chroniqueurs. Et je parle, je donne mon avis sur les autres qui font des émissions pour dire c'est de la merde ou c'est bien. Et donc, moi, j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Et puis après, il y a aussi autre chose. Et ça, j'en veux rien du tout. Mais il y a aussi un truc, les réseaux. Je blaguais là quand je faisais mes dédicaces en disant bon, je veux bien faire des photos, mais je voudrais passer de 12 followers à 15 followers. Mais quelque part, après, c'est vous qui me direz si j'ai raison ou pas. Il y a des gens sur les réseaux, maintenant ils sont choisis. On te dit, tiens, lui, il a 800 000 ou 900 000 personnes. Donc s'il a 900 000 personnes, il va amener du monde. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Zazie le dit très bien, c'est pas parce que tu es liké sur ton réseau que tu vas attirer du monde. Sauf que les patrons de télé, c'est un peu comme les hommes politiques, ils ne poussent pas le caddie dans le carrefour. Ils ne se rendent pas compte du public, ils ne viennent pas ici, ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas la télévision. Ils ne savent pas comment monsieur, madame, tout le monde vit. Et quand il regarde les réseaux simplement, et il te dit, il a beaucoup de monde, et je vais le prendre celui-là. Et puis, tu vois que la qualité, moi je trouve que la qualité, elle est moins bien. Ça donne des possibilités à des gens aussi d'exister, c'est super bien. Après, les gens, ils regardent plus maintenant, les jeunes, ils regardent plus la télé. Je le dis souvent, c'est pour les vieux et les morts, la télé. Parce que j'y crois plus. Je crois que c'est les réseaux, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est etc., etc. Mais là, on demande de moins en moins de qualité. Il y a moins d'auteurs, il y a moins de tout ça. Sauf que celui qui fait 900 000 spectateurs, on lui dit, lui, on va la prendre et on va la mettre dans telle émission, elle va présenter telle chose. Sauf que quand même, c'est un métier quand même. Et ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas capable de le faire, attention. Et moi, par exemple, tu vois, je suis minable, moi j'ai 37 000 personnes qui me regardent. Et donc, pourtant, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je prétends que ce que je suis, je pense sincèrement qu'un Français sur deux sait qui je suis. Le juste prix, Danse avec les stars, Hélène et les garçons, les filles d'à côté, j'ai été suivi, ça fait 30 ans qu'on me voit en télé. Et les vieux comme moi, pour ceux qui sont encore vivants, ils ne vont pas sur mon compte. Ils ne mettent pas. Ce qui fait que quand on voit Vives 37 000, ça n'intéresse plus personne. Et pourtant, je ne parle pas de Vives, mais tu vois, il y a eu quand même du monde. J'ai signé quand même quelques autographes, etc. Et je vois bien, j'ai un lieu d'événementiel. Je dis toujours, les mariés, il y a des gens qui viennent se marier chez moi. Je fais plus de photos que la mariée, toujours. Et ce que je veux dire, c'est que le public n'est pas écouté. On écoute les réseaux. Et les réseaux dirigent le monde aujourd'hui. Il faut le comprendre, ça. Après, je vais m'arrêter parce que je vais devenir chiant, mais... Non, mais Macron, il fait venir à l'Élysée, que ce soit lui ou n'importe qui, McFly et Carlito, parce qu'il se dit, les jeunes, ils vont suivre. Et donc, les réseaux dirigent ça. Et moi, à 37 000, personne va venir me chercher, ou alors si ça arrive encore, parce que j'ai cette chance-là. Moi, je viendrai te chercher. Non, mais j'ai de la chance, donc tout va bien. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais tu vois, c'est un peu compliqué de créer des grosses émissions et tout ça. Pour en répondre à ta question, mais je suis trop long, il faut me dire, de temps en temps, ferme ta gueule, Gérard. Mais, Gérard, mais bon, je vois tes paroles, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est très intéressant. Gentil, merci. Non, t'as été le seul intéressé, mais c'est cool. Non, parce que je comprends totalement étant... Moi j'ai un regard, c'est vrai que j'ai un regard, moi je n'y connaissais rien, et puis j'ai produit des émissions, j'ai écrit des émissions, j'ai fait donc j'ai une vision un peu globale du truc, et moi à 60 piges, un peu plus de 60 ans, je m'intéresse aux réseaux, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que les réseaux, les gamins sont tellement dedans, et ils pensent aussi que un youtubeur, moi je me fous jamais de leur gueule, parce que ce sont des gens qui ils font les mecs. Après tu peux dire, l'autre elle fait des trucs sur les Pokémon, mais quelle nazerie. Mais non mon pote, sors un truc tous les jours, une vidéo là-dessus, c'est un vrai travail. C'est pour ça qu'on les appelle des créateurs de contenu. Ouais, mais bien sûr, et sauf que les gamins ils pensent avec ça que tous vont sortir. Moi à l'époque, et je m'arrêterai là, parce qu'il faut à un moment donné, il faut que je me taise, c'est qu'à l'époque quand je fais les filles d'à côté, moi je n'y connais rien, et tout le monde voulait être comédien, parce que les sitcoms, puis à un moment donné on gagnait beaucoup d'argent quand même, et tout le monde voulait faire ça. Et je leur disais, mais vas-y, il faut que tu essayes. Sauf que des Gérard, on était 62 millions en France à cette époque-là, il y en a un, il n'y en a pas deux. Et donc tous ces mômes qui veulent faire des réseaux, etc., c'est une très bonne chose parce qu'il faut vivre avec les réseaux. Moi je dis aux gens de mon âge, putain mais intéressez-vous à ça parce que c'est intéressant de voir. C'est dangereux les réseaux, mais c'est intéressant. Mais c'est un vrai métier quoi. Mais maintenant, je ne peux pas t'empêcher de ne pas y aller
Mais grosso modo, moi j'ai un gamin qui veut être comédien, et je lui disais, toi, tous les gens que tu vas rencontrer, personne ne sera comédien. Ils vont tous crever de faim. Tous. Il y en a un ou deux de temps en temps qui vont sortir. Mais je ne peux pas t'empêcher de ne pas y aller. Mais je ne peux pas t'empêcher de ne pas y aller, parce que j'en suis la preuve vivante. Mais sache que c'est compliqué. Excusez-moi, je prends trop de temps. C'était super, Gérard, vraiment. Et merci beaucoup sur votre réponse. Pour finaliser, franchement, vous savez, je pense que j'aurais aimé rester vraiment beaucoup plus longtemps avec vous. Je vous le dis réellement, parce que j'avais pas mal de questions. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous poser, vraiment, parce que vous êtes deux personnes qui sont très intéressantes. Je vous dis vraiment, tu as parlé de réseau, moi, tout ça me parle. Je voulais juste finaliser avec toi, Marjorie. Je crois qu'il y a quelque chose pour toi. Je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Et venez avec moi, venez monter sur scène. Je pense que elles ont un petit. Alors, est-ce qu'on a un micro? Séquence émotion. C'est la séquence émotion. Non, pas du tout. T'inquiète pas. Hop là, je vous donne ce micro, les filles, et je vous laisse. C'est votre moment. Le micro, monte la sucette. Ah, pardon. On n'a pas. Allô? Oui. Non, c'est pas un téléphone. On n'a pas de questions pour toi, mais on a un petit cadeau pour toi parce que vraiment, c'est une personne incroyable. Donc du coup, Marjorie, ce petit message pour te dire que tu es une personne formidable. Pour de nombreuses personnes, tu es un exemple et une grande sœur. Tu en as sauvé quelques-uns, dont Chacha, Céline et moi. Ne change pas, merci d'être celle que tu es et d'être là pour nous. D'ailleurs, j'ai réalisé le rêve de Céline qui était de te rencontrer. Tu es une personne en or avec un grand cœur. Gros bisous et surtout prends soin de toi. On t'aime. En plus, moi, je suis une chialeuse, c'est nul. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît. Gérard Vives, merci beaucoup. Alors n'oubliez pas, Gérard Vives 1962, la petite pastille bleue sur Instagram. C'est noté. Et merci à vous, surtout.